Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en direct pendant 2 heures pour commenter l'actualité à partir de 11h moins le quart. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Omar Harfouch. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler d'Entrevue. Entrevue, magazine lancé par Thierry Ardisson il y a quelques années. Le journal s'est interrompu pendant quelques mois et vous l'avez repris, on va en parler. Vous êtes un homme multicarte, vous avez longtemps travaillé dans le secteur de la mode, avec Elite, avec vous avez organisé des grands concours internationaux, mais on va revenir sur tous ces sujets avec vous. Est-ce que vous diriez, parce que pour moi vous avez l'image des années 80-90 de jet-setter. Est-ce que vous êtes un jet-setter ? Je revendique ça parce qu'en fait, un jet-setter, c'est celui qui peut être là où il faut, quand il faut, par les moyens qu'il a. Et donc, ce n'est pas. Je sais que c'est péjoratif pour une certaine élite parisienne, mais en réalité. Je revendique toutes mes casquettes, que ce soit jet-setter ou la mode ou la musique classique ou éditeur, parce que je suis aussi éditeur en Ukraine depuis 30 ans, donc je n'ai aucune gêne par ça. Je fais partie de la jet-set parce que c'est un groupe de gens qui se retrouvent toujours, selon la saison, dans les meilleurs endroits du monde en même temps. Donc c'est mon cas. On ne sait plus s'amuser. Il n'y a plus, non, elle a il changé, n'y a plus la folie. Non, et heureusement. Ah bon ? Oui, bien sûr, parce que le monde a changé. La folie aujourd'hui, elle est plus raisonnable. On pense même à des questions écologiques quand on fait des déjeuners, des rencontres, des voyages. Donc tout ça c'est pris en compte. Et évidemment, le MeToo a changé aussi les mœurs, et c'est tant mieux. Et évidemment que la notion de jet set reste. On se retrouve à la même station de ski l'hiver, ou bien à Saint-Barth pour Noël, ou uniquement comme ça. On va parler de ça, on va parler effectivement de MeToo et du mannequinat, parce qu'il y a peut-être des choses à dire. Vous avez complètement abandonné ce secteur-là ou pas ? Je suis toujours en fait dans la mode, puisque je suis propriétaire d'une chaîne qui s'appelle HD Fashion, c'est une chaîne ukrainienne, c'est de mode, c'est ma femme qui est rédactrice en chef, qui est mannequin connue, elle était mannequin attitrée de Louis Vuitton pendant 3 ans et de Hermès pendant 2 ans, elle a fait tous les grands défilés du monde, mais moi personnellement, je suis quelqu'un qui connaît bien la mode, j'étais quand même gérant d'une agence, une des grandes agences de mannequins, j'étais partenaire, et j'étais le premier à avoir dénoncé les pratiques, les mœurs et tout ça, et j'ai été très d'ailleurs décrié à l'époque, c'était avant MeToo, c'était il y a 20 ans. J'étais le premier au monde, et aujourd'hui c'est reconnu, puisque je suis souvent interviewé dans les grands documentaires de toutes les chaînes du monde entier, parce que j'étais celui qui, avant MeToo, avait dénoncé ça. Et puis vous avez fait de la télé avec Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Alors, j'ai fait de la télé-réalité qui m'a changé la vie. En fait, vrai ? J'étais j'étais une autre personne avant d'avoir fait Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ça peut paraître ridicule, mais pour moi c'était une révolution vraiment profonde. En revenant du Brésil, parce qu'on était au Brésil, j'ai commencé à préparer à manger moi-même, faire les courses jusqu'à aujourd'hui. Je fais moi-même mes courses. J'ai changé complètement de style de vie, puisque là-bas on était affamés, on n'avait rien à manger, rien à boire, et moi personnellement je faisais que me disputer avec tout le monde, et donc j'ai vraiment beaucoup changé, et beaucoup de gens ne revendiquent pas ou ne veulent pas accepter l'idée qu'ils ont fait une télé-réalité. Moi je suis tellement fier. Déjà quand on m'a proposé, j'ai demandé si ce ne sont pas trompés de personne. J'ai dit, est-ce que vous voulez vraiment que moi je participe à une émission sur TF1 ? À l'époque les audiences étaient à peu près 30%. Et il n'y avait que des célébrités, moi je n'étais pas connu. Mais après je le suis devenu, mais j'étais très très content. En plus j'étais avec des gens avec lesquels je suis encore très ami. Avec qui par exemple ? Richard Virenque, qu'on est très proche. Delphine de Turckheim, qui est aussi, on se voit régulièrement, on s'appelle. Malheureusement, Philippe, qui était mon ami à la base, le chanteur de Tubisserie, est décédé. C'est vraiment mon ami avant l'émission. Charles-Philippe d'Orléans est encore aussi mon ami. Donc, pratiquement la majorité, mais sauf Marielle Gotchel, qui elle m'insultait, qui m'insultait du matin au soir. Elle était raciste, et donc elle ne me lâchait pas. On va parler d'Entrevue, donc nouvelle version. Ce que vous venez de dire ? Oui, mais ça, c'était connu, ça c'était dit dans la presse et confirmé. Vous allez dire que Marianne Gotchel est raciste. Je l'ai dit, il y a... alors,
je vous prépare tout de suite. Ouais. Moi, je dis vraiment toujours ce que je pense. Donc, soyez prêts. Je l'avais dit à l'époque. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver tous les articles de l'époque. Et le Parisien avait enquêté, ils avaient demandé à Charles-Philippe d'Orléans qui a confirmé, et à d'autres qui ont confirmé. Mais je crois que le but était de me mettre en colère pour que je réagisse, parce que les téléspectateurs n'avaient pas vu quand elle m'attaquait, et qu'après, ça serait moi celui qui a attaqué Marielle Gauthier, ce que je n'avais pas fait. Et j'ai entamé même une grève de la faim pendant l'émission. Et ça s'est su, ça ? Pardon ? On l'a su à l'époque ? C'est Jean-Pierre Foucault qui l'a appris, parce qu'une fois il m'a vu très affaibli, il me dit qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit je mange plus depuis 3 jours, complètement plus rien. Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Visiblement il est allé voir la production qui voulait pas qu'il en parle, mais pendant le direct, il en a parlé, il a dit Omar, je sais que vous faites la grève de la faim, expliquez-nous. Et j'ai dit, et donc c'était pas un secret ça. Ouais, d'accord. Et raciste, ça ne s'est pas senti, ça ne s'est pas senti du tout à l'antenne, en tout cas. Non, parce qu'ils n'ont pas montré les images quand elle prononçait ça. Donc là, il faut effectivement faire attention, parce qu'elle peut vous attaquer en diffamation. Mais elle l'a pas fait à l'époque quand je l'ai dit. Donc maintenant, il y a prescription. Directeur de la publication d'Entrevue, donc le nouvel Entrevue qui en est à son 2e numéro, et on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. J'allais vous dire avec Omar Harfouch, parce que le sous-titre d'Entrevue, c'est toutes les vérités sont bonnes à dire. Oui. Et nous avons notre slogan Parlons vrai sur Sud Radio. Exactement. Voilà. Valérie, les chaînes infos et les émissions de ce matin ont été bouleversées et ont bouleversé leur programmation suite à l'accident qui est arrivé en Ariège, où un barrage d'agriculteurs a été forcé. Le président de la FNSEA, Valérie, Arnaud Rousseau, a appris le drame en direct. Il était sur RMC Découverte. Oui, effectivement, je viens d'apprendre qu'un accident de la route est arrivé dans l'Ariège, à Pamiers, et que 3 de nos adhérents ont subi un grave accident. Une femme est décédée, son mari et sa fille sont dans un état compliqué visiblement et pris en charge rapidement par l'ensemble des services du SAMU. Dans le moment particulier que vit l'agriculture, ce genre de drame est difficile à vivre, et donc je voudrais d'abord dire aux gens qui sont sur le terrain qu'ils ont le plein soutien de l'ensemble des agriculteurs français. Ce drame, il vient souligner la nécessité qu'on a d'être parfaitement organisé, de faire en sorte de respecter encore une fois les consignes de sécurité. Hier, Nicolas Chaban, celui qui a lancé la marque C'est qui le patron et qui a été le premier à rémunérer sur le prix juste les agriculteurs, a poussé un coup de gueule hier sur BFM sur les conditions de travail des paysans. 5h du matin, un producteur de lait, il se lève, 6h30 la première traite. Ensuite, il y a toute une journée où ça continue d'être très actif. Il y a la traite de 18h30, tu te couches à 21h, 22h. Tu fais ça 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Tu n'as pas de jour de congé bien souvent. À Noël, si tu fais un repas jusqu'à 1h du matin, tu travailleras le lendemain. Et à la fin, ces gens-là qui nous nourrissent, qui n'arrivent pas à gagner leur vie, croulent sous les contraintes. Maintenant, on le voit, il y a une grosse pression des contrôles. Vous imaginez, vous ne savez pas ce que vous allez gagner à la fin du mois, vous nourrissez les autres, et vous vous sentez presque un peu mis en défiance constante sur votre utilité sociale. Ouais. J'imagine que vous reviendrez on va revenir sur les agriculteurs. Incroyable, hein, Nicolas Chaban, qui a été le premier, qui est une vraie réussite, qu'on avait reçu. Toujours dans cet avou, la star, j'ai mis évidemment ce son pour vous, la star Nathalie Portman, était leur invitée. Alors, elle est revenue sur MeToo, dont vous avez été sensibilisé, mais elle a voulu indiquer que ce mouvement de MeToo ne voulait pas dire que les femmes refusaient d'avoir une sexualité et de s'amuser avec la sexualité. Fallait pas tout mélanger. Beaucoup de personnes pensent encore que le mouvement MeToo, en fait, c'est une pudeur par rapport au rapport. Si on veut une liberté sexuelle, que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent, dire ce qu'elles veulent, que se comporter comme elles veulent, elles doivent se sentir en sécurité. Elles doivent être en sécurité. Les femmes peuvent être beaucoup plus sexuelles et beaucoup plus libres si elles sont en sécurité. Donc je crois qu'il y a une mauvaise perception que c'est anti-sexualité. Ce n'est pas le mouvement anti-sexualité, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire que pour nous toutes, pour pouvoir nous exprimer, nous devons être en sécurité.
C'est important, c'est rare qu'on entend cette parole de dire MeToo, ça veut pas dire que les femmes refusent d'être joueuses, entre guillemets, et d'avoir une sexualité amusante. J'adhère à 100% à ce qu'elle vient de dire, parce qu'en fait, avant MeToo, c'était l'homme qui décidait quand et comment et avec qui il va avoir un rapport sexuel, et sans demander l'avis de la femme. Grâce à MeToo, et maintenant on est quand même quelques temps après MeToo, la donne a changé. Maintenant c'est la femme qui décide, elle, avec qui elle veut avoir un rapport sexuel, et quand, et comment. Et je pense que ça c'est une avancée, et c'est très important. Et évidemment personne n'a compris que c'était contre la sexualité, c'était contre l'abus des femmes. Oui, mais vous êtes libanais, est-ce qu'au Moyen-Orient c'est pas l'inverse? Pourquoi vous dites mais vous êtes libanais, c'est pas un mais. Non, mais non, c'est parce que vous êtes. Non, pardon. Vous allez pas me traiter de Maria de Rothschild. Non. J'ai la même forme. Mais vous comprenez ce que je veux dire dans les mœurs, dans l'éducation. Je comprends en fait. Et c'est pas une attaque. Non. Mais je vous dis, j'ai changé. À une époque, je considérais que c'était peut-être arrière-pensée raciste ou autre. Aujourd'hui, je comprends très bien que quand on voit quelqu'un qui vient de notre région du monde, on a envie, et même culturellement, on a envie de savoir, découvrir les mœurs et les habitudes là-bas. Moi, je fais partie des Libanais qui sont contre justement les traditions au Liban. Je suis le premier à avoir revendiqué le droit de la femme libanaise au divorce, à la maternité, parce qu'au Liban, quand une femme divorce, elle perd le droit de garder ses enfants, même si ceux qui ont 3 mois. Ah bon? Elle perd complètement, et à l'héritage. La femme libanaise ne peut pas donner l'héritage. En fait, l'homme, quand il meurt, c'est ni sa femme, ni ses filles qui héritent. Moi, je suis papa de 4 filles, j'ai pas de garçon, donc ça sera mon frère, mon neveu qui vont hériter, ou voire des cousins. Et la chose la plus importante de la femme libanaise, c'est qu'elle n'a pas le droit de donner le droit à la nationalité libanaise. On parle la langue maternelle. Le pays, c'est le pays maternel, disons le pays, la mère patrie, et la femme libanaise n'a pas le droit donc de donner sa propre nationalité à ses propres enfants nés d'un mari étranger. Donc moi, oui, je dénonce les cas et les abus, disons, misogynes de la loi libanaise, et ce n'est pas le cas seulement du Liban, c'est aussi le cas dans beaucoup de pays arabes, mais je ne peux pas parler à la place d'autres pays qui eux ne veulent pas changer de culture. Voilà. Omar, je finis toujours ce zapping par de la musique, qui est une vraie passion chez vous. Vous êtes pianiste et compositeur. Je vous propose donc de finir avec vous ce zapping, une de vos compositions au piano qui s'appelle la Fantaisie orientale, et c'est vous qui jouez au piano. Belle surprise. C'est mieux que la Starac, hein. Comme vous êtes, Valérie. Voilà, pianiste virtuose. C'est aussi ma composition. Oui, c'est vous. Voilà. Je suis compositeur, pianiste, et cette musique, la fantaisie orientale, me fait voyager dans le monde entier. Je l'ai jouée un peu partout, même à Samarcande. Vous l'avez joué au Sénat? J'ai joué une autre composition, c'était après l'explosion du port de Beyrouth. J'ai composé un morceau qui s'appelle Beyrouth ne meurt jamais. Et je l'ai joué au Sénat. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de concert de musique classique avant au Sénat. Exactement. Et là, récemment, j'ai joué aussi contre la guerre actuelle et pour la paix à la Commission européenne, une nouvelle composition qui s'appelle Sauvons une vie, sauvons l'humanité. Et c'est pris d'ailleurs de la Torah, cette phrase. Et j'étais le premier à jouer aussi en concert à la Commission européenne à Bruxelles. On revient dans un instant avec vous et le nouvel entrevue qui en est à son 2e numéro. Vous allez nous raconter cette aventure, comment vous avez été amené à reprendre le magazine créé et lancé par Thierry Ardisson. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, il est bavard. Non, mais c'est super. C'est quand je dis. Vous savez accueillir nos invités. Mais c'est quand je dis il est bavard, c'est qu'il a plein de choses à raconter. Omar Harfouch est avec nous pour parler d'entrevues en kiosque depuis 2 mois. Vous avez racheté le magazine Mythique, le magazine lancé par Thierry Ardisson. Racontez-nous cette nouvelle aventure alors dans votre vie. Alors, mon histoire avec Entrevue a commencé très mal puisque il m'avait diffamé à
l'époque, quand j'avais justement dénoncé donc le scandale d'élite. Et ils m'avaient consacré une douzaine d'articles et j'ai gagné à peu près 6 procès contre eux en première et deuxième instance, et donc des procès en diffamation. Et donc... Ils vous accusaient de quoi ? Ah ben de tout. Alors tout ce qu'on peut imaginer, j'étais accusé vraiment de tout. Et juste pour nos auditeurs de l'époque, en fait, Elite était toujours une grande agence de mannequins, et vous vous êtes aperçu que dans des agences, il y avait des pressions sur les filles et il y avait des choses qui se passaient. Mais c'est pas là-dessus qu'on vous a attaqué. Non, en fait, on voulait me décrédibiliser pour pas qu'on prenne donc mes accusations pour argent comptant. Sérieux, donc voilà, c'était une campagne de déstabilisation, de diffamation, et pour qu'on ne m'invite plus. D'ailleurs, on va en revenir parce que c'est le cas aujourd'hui avec la couverture entrevue. Voilà. Ouais. Et donc, moi, j'avais déposé plainte, j'ai gagné les procès, mais vous savez, quand on gagne les procès en diffamation, personne n'en parle. Mais moi, à l'époque, pour me venger d'entrevue, je fais la copie d'entrevue en Ukraine. Et d'ailleurs, Entrevue m'avait poursuivi en Ukraine pour contrefaçon. Ils avaient perdu. On avait changé un petit peu quelques millimètres dans le titre. Mais là, en Ukraine, ça s'appelait Paparazzi. Et c'était pas trash comme en France. Et j'ai fait des révélations qui ont fait tomber plusieurs gouvernements. Et j'ai fait vraiment le seul, à l'époque de l'Ukraine, magazine indépendant d'enquête. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc, je ramène mon expérience de 15 ans dans Paparazzi, qui est exactement le même que Qui existe toujours en Ukraine ? Non, parce que depuis le début de la guerre, il n'y a plus de médias en Ukraine. Mais qui a existé jusqu'au début de la guerre. Qui a existé, qui était vraiment le meilleur magazine. Vraiment très, très populaire. Et on a été repris à l'étranger souvent parce qu'il y avait plusieurs révolutions en Ukraine. J'étais le premier à sortir quand même des affaires de corruption, après la révolution Orange et tout ça. Et puis, quand j'ai croisé Jérôme Goulan, qui, lui, il était rédacteur en chef et propriétaire de la marque. Il était chroniqueur dans une émission à J Radio, et donc, il fait sa chronique, et après, il me dit, mais je suis rédacteur en chef et propriétaire d'Entrevue, je voulais pas vous le dire avant pour pas vous faire peur. Et puis, on est resté en contact, et puis un jour, je lui dis, moi, ça m'intéresserait de reprendre Entrevue, puisqu'en Ukraine, j'ai un groupe de presse, là, on peut plus travailler. Donc, en fait, les médias, on peut plus diffuser quoi que ce soit. On reprend uniquement ce qu'on appelle le télémarathon, c'est-à-dire un marathon que la présidence nous envoie à tout le monde et que tout le monde est obligé de diffuser. Donc on ne peut plus produire. Et donc je me suis dit, je vais prendre Entrevue, et je l'ai fait. Ça coûte combien de racheter Entrevue ? Alors, je peux pas le dire parce que Jérôme ne sera pas content, c'est un contrat confidentiel, mais le plus important pour Jérôme, c'était avoir les moyens pour le développer. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'il s'est arrêté, le journal, pendant un moment. Il s'est arrêté. Après, il a de temps en temps diffusé quand il pouvait. Mais là, j'ai un business plan quand même qui est fait pour 2 ans, qui est très solide et qui ne prend pas en compte les ventes ni la publicité. Donc pendant 2 ans, on va avoir des enquêtes, on va avoir des reportages. C'est un mensuel, hein ? C'est un mensuel, mais il est actuellement de mieux en mieux. Il y a 100 pages, quand même, 100 pages pour 5 euros. 100 pages, et la qualité, j'appelle tout le monde à vérifier la qualité des magazines dans les kiosques. C'est le seul quand même qui est de cette qualité-là. Absolument. Le papier glacé qu'on ne trouve plus beaucoup. Mais on dit que le papier se vend plus. La preuve que c'est pas vrai, c'est que vous avez tiré à combien d'exemplaires ? Là, on a imprimé 30 000, mais on a réimprimé puisque le dernier numéro a été épuisé dans plusieurs points de vente très rapidement, suite au communiqué que la maire de Paris. Parce qu'il faut expliquer que la une de ce numéro, c'est Entrevue s'est rendue à Tahiti sur les traces de la maire de Paris, enquête exclusive, le Tahiti Gate, et elle a porté plainte contre vous. Donc pour diffamation. Elle n'a pas porté plainte, elle a dit qu'elle a porté plainte, mais il n'y a toujours pas de plainte. Donc maintenant, ça fait 2 semaines passées, il n'y a toujours pas de plainte. En fait, elle a menacé de porter plainte pour intimider les rédactions qui rentraient après les vacances de parler du sondage IFOP qu'on a publié en exclusivité, qui la met très mal. C'est pas le sondage qu'elle vous reproche. Qu'elle vous reproche, c'est les photos mensongères, dit-elle. C'est-à-dire que cette photo laisse croire, la photo de une, que c'est à Tahiti, et en fait, c'est à Paris, et que les photos, qu'elle n'est jamais allée à Montréal, elle démontre un certain nombre d'informations. Oui, mais là, je sais que vous avez des caméras, donc je vais montrer. C'est elle qui le dit, mais si elle avait elle-même lu ou ouvert le magazine, elle aurait vu que nous avons ici écrit que cette photo
est la seule... Lors de l'ouverture à Paris. Oui, c'est quand elle a reçu une délégation de Tahiti. Donc, et on explique que quand même c'est curieux qu'elle est restée à peu près une quinzaine de jours en Nouvelle-Calédonie à Tahiti. Il n'y a pas une seule photo d'elle. Et même quand elle était là-bas, elle diffusait sur les réseaux sociaux des photos d'elle à Paris sur le vélo, en train de prendre le transport public et tout ça. Et ça fait partie justement de l'enquête pour comprendre pourquoi il n'y a pas de photos d'elle à Tahiti. Et donc il n'y a pas de photos mensongères puisqu'on explique dans l'enquête que cette photo c'est la seule qu'on a trouvée. Mais alors. Il y a beaucoup de conditionnels dans l'article, je l'ai lu, c'est mais attendez, parce que vous avez dit quelque chose de très important, vous avez dit, elle ne me reproche pas le sondage. Elle ne peut pas me reprocher le sondage, parce que c'est l'avis des Parisiens. Mais elle ne veut pas qu'on en parle. Donc quand elle envoie des menaces ou des mises en demeure à des rédactions qui avaient l'intention de nous inviter pour en parler, en disant, attention, j'ai déposé plein de contre-entrevues, alors que ce n'est pas vrai, et que la photo est mensongère, là, les deux arguments ne sont pas vrais, mais c'est justement pour qu'on ne dise pas que 80% des Parisiens ou des Français ou des Parisiens la considèrent que par rapport à Tahiti, elle a un comportement malhonnête. Donc ça c'est important, c'est ça l'info en fait dans ce sujet. Alors pourquoi dans le conditionnel ? Parce que il n'y a pas de photos, et moi j'insiste, alors on a par contre il y a à peu près 12 pages, on a été partout là où elle a été. Je crois qu'on est le seul média qui est allé là-bas pour faire des photos sur place. On a fait exactement le même voyage qu'elle, dans les mêmes conditions. On a pris la cabine business class, je parle les enquêteurs. On a fait les petits vols. On était même sur le programme officiel qu'elle avait annoncé avant son départ là-bas. Là, elle devait se rendre là où tout le monde nous a dit, elle n'est pas venue. Elle n'est même pas venue. Et aussi, on a même demandé à des plongeurs d'aller vérifier l'état des corails parce qu'elle devait inaugurer. Il y a un Tahitien d'ailleurs qui témoigne sur la biodiversité, sur le problème que posent les Jeux Olympiques. Oui, parce elle devait inaugurer une plateforme pour le surf. Elle qui se dit écologique. Et en faisant, ils ont détruit le corail. Donc nous, on est les seuls à vraiment plonger pour faire des photos comment les corails sont coupés en deux. Et donc, si vous voulez, moi personnellement, quand j'avais demandé à des enquêteurs de voyager, ça a coûté une fortune. Oui, ce que j'allais vous dire, vous avez les moyens d'envoyer. Oui, mais elle, comment elle a fait ? Ils étaient plusieurs personnes. Elle a fait comment pour payer un voyage aussi cher et finalement pour ne pas se rendre au rendez-vous officiel qu'elle avait annoncé d'avoir fait. C'est quand même légitime de poser cette question. C'est aussi légitime de penser à aller faire des photos parce que les Français entendent parler de Tahiti. Vous l'avez appelé pour qu'elle puisse donner une interview de journal. On n'a pas besoin de l'appeler parce que c'est une enquête sur son voyage. L'appeler pour lui dire quoi ? Si on avait des propos diffamatoires ou des accusations qui sont basées sur son voyage. Non, mais elle a répondu. Elle m'a envoyé un PV, une contravention, je crois, vous l'avez une caméra. Je crois que je bats le record mondial des contraventions. C'est une contravention de 123 000 €. Mais non. 123 000 € là. Oui. Mais quel est le motif de la elle est signée pour la maire de Paris et par délégation par le sous-directeur de l'état-major. Donc vous comprenez que là... Mais c'est quoi le motif du PV ? Alors elle dit qu'il y avait eu, elle a raison, il y avait de l'affichage sauvage. Mais l'affichage sauvage, ça, la contravention, je l'ai reçue genre 4 jours après avoir vu ou posé l'affichage. Mais normalement, les PV, la contravention, on la délivre pas avant d'avoir nettoyé les endroits. Donc là, ils nous ont fait un constat là où ils ont des agents assermentés. Elle a quand même mobilisé pratiquement toute la police municipale de Paris pour aller photographier partout là où il y avait les affiches d'entrevue. Et elle m'a délivré à mon nom propre une contravention de 123 000, alors que normalement, la mairie, parce que j'avais demandé à mon ami Robert Ménard, qui écrit aussi dans Entrevue, qui est maire de la ville de Béziers, je lui ai dit comment vous faites ? Il me dit d'abord on nettoie. Et ensuite, on envoie la contravention. Là, la facture du nettoyage, en fait. Oui, la facture de nettoyage. Et la société qui a procédé à l'affichage, dans le contrat qu'on a avec eux, c'est prévu ils ont pris entre 3 000 et 6 000 € de contravention, parce qu'il y a parfois ils reçoivent des contraventions, mais ça ne dépasse jamais les 3 000. Sur toute la campagne. Là, c'est au nom de Omar Afouche personnellement, donc une contravention de 123 000, et c'est quand même pas pour le nettoyage, c'est juste parce qu'elle a vu. Vous avez les moyens de faire de l'affichage légal. Oui, l'affichage sauvage, c'est pas bien non plus. Alors, je veux vous dire, il y avait une campagne sur les bus.
Dès qu'ils ont vu la couverture, ils ont renoncé, alors qu'on avait payé à l'avance. Ils ont dit, nous, on ne peut pas mettre cette couverture donc, qui met la mer en difficulté, parce que c'est elle qui nous renouvelle la licence d'exploitation. Vous êtes en train de dire que la régie de la RATP a Non, c'est pas la RATP, c'est les bus privés de tourisme. Ah, d'accord. Les grands bus rouges. Mais la RATP, vous auriez pu faire dans le métro aussi de l'affichage. Mais non, on a fait les kiosques, en fait c'était partout, dans les relais. En fait, c'est vraiment une grosse campagne, ce n'était pas que l'affichage. Mais juste pour rassurer Madame Hidalgo et rassurer aussi les auditeurs, j'ai demandé à la société d'enlever, de nettoyer toutes les affiches, et il n'y en a plus. D'ailleurs, on a fait constater, j'ai les photos, je peux vous les montrer. Et vous ne le ferez plus ? Pardon ? Et vous ne le ferez plus, vous ne ferez plus d'affichage sauvage ? Je ne le fais plus parce qu'en fait, moi, voilà ça, on a tout nettoyé, on voit très bien. Je ne le fais plus parce qu'en fait, c'était... Parce que maman, elle va vous taper sur les doigts. non, mais oui, donc vous ne ferez plus d'affichage sauvage. Non, parce que franchement, je ne savais pas vraiment ce que c'était quand on me l'a proposé. On m'a dit, vous allez voir, ça fait de l'effet. Effectivement, ça fait de l'effet. Oui, ça fait de l'effet. Et voilà. c'est 123 et je deviens, grâce à ça, le recordman de la contravention. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Omar Harfouch. Vous allez nous parler d'entrevue, de votre projet éditorial. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Leclerc. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec toujours notre invité Omar Harfouch, qui aujourd'hui est le directeur de la publication du magazine Entrevue. Entrevue, nouvelle formule, toutes les vérités sont bonnes à dire, avec la une consacrée, tout un dossier à Anne Hidalgo. On a remarqué avec Gilles, avant Entrevue, il y avait beaucoup de sexe, des filles en une, un peu déshabillées. Ça fait plus partie de votre ligne éditoriale ? Il n'y aura aucune fille déshabillée, sauf s'il y a une raison, disons, qui intéresse l'opinion publique ou une raison politique, mais non, il n'y aura plus de trash et il n'y aura pas de diffamation, ni de campagne contre quelqu'un. Là, c'est le cas avec Anne Hidalgo, non ? Non, pas du tout. Alors, c'est une enquête. Non, ce n'est pas. C'est un dossier, c'est une enquête. Tout le monde a parlé de Tahiti Gate, donc c'était naturel qu'on s'y intéresse. D'ailleurs, il y a Mediapart aussi qui ont fait un dossier. Il y en a d'autres, et donc c'était légitime. Et d'ailleurs, grâce à Entrevue, on peut voir les photos des endroits là où elle était, quel avion elle a pris, la cabine business par exemple. On a mis la photo du confort avec lequel. Vous êtes sûr qu'elle est allée en business ? Alors, vous avez les prix, nous on a vérifié les prix, et soit elle dit par exemple au retour elle a pris un billet en classe éco de sa propre poche. Elle dit ça a coûté parce que j'ai pas les chiffres, mais 4 000. Nous on a vérifié que le montant qu'elle a dit ce n'est pas la classe éco, c'est la classe intermédiaire. Mais à l'aller c'était en classe business, pas pour tout le monde, mais je suppose pour elle. Et donc là le prix il est extrêmement cher. Et donc vous supposez, vous n'êtes pas sûr encore une fois qu'elle est voyageur en business. Si vraiment elle a déposé plainte ou elle compte le faire, ça sera justement l'occasion nous de demander qu'elle prouve qu'elle n'a pas fait ceci, ou alors elle sera obligée de donner au moins les bordereaux, les boarding pass de son voyage. Parce que tout ça, toute l'histoire, elle est autour de ces... Et si elle était transparente, d'ailleurs elle est jugée pas transparente par la majorité des Parisiens, si elle était transparente et pour arrêter la polémique, elle aurait pu dès le départ montrer les billets d'avion. Alors, qu'est-ce que vous voulez en faire, du magazine ? Qu'est-ce que vous voulez quelle ligne éditoriale, encore une fois, vous voulez lui donner ? Toutes les vérités sont bonnes alors, à dire. En premier, donc, c'est haut de gamme. 2, c'est les enquêtes. Les photos et sujets paparazzi, parce que plus personne n'en fait, parce que ça coûte très cher à l'achat et en procès. Donc dans le premier numéro, on en avait 2, mais uniquement quand ça vaut la peine. C'est pas. C'est aussi donner beaucoup d'espace aux interviews, parce qu'entrevue, ça veut dire interview. Donc, et là, on demande et on fait beaucoup d'interviews de qualité, mais il y a encore beaucoup de thèmes que j'aimerais développer, c'est la littérature, la musique, surtout la musique classique, et beaucoup d'autres. Mais déjà, moi, je suis personnellement satisfait de ce qu'on a pu faire déjà en 2 numéros, mais moi je sais, contrairement aux autres, je sais ce qu'on va avoir en couverture par exemple le mois prochain et même au mois de mars, et je sais on va monter en gamme encore plus. Et je rajoute que aujourd'hui les moyens financiers sont quelque chose de très important. J'ai un business plan et un modèle économique qui ne ressemble pas aux autres. Je n'ai pas de salariés. Il y a 0 salarié et tous ceux qui interviennent travaillent pour leur propre compte. Ça veut dire qu'ils me font une facture et on paye sur facture. Donc déjà, il n'y a pas de la masse salariale. Et c'est justement... C'est légal ça ?
Pardon ? Oui. C'est légal ? C'est tout à fait légal. Bien sûr. Non, c'est une question. Non, mais je sais que ça étonne. Il y a beaucoup de médias qui travaillent comme ça, Gilles, de plus en plus. Déjà, c'était pour moi la chose qui m'a donné envie d'acheter Entrevue, c'est qu'il n'y a pas de salariés. Donc, vous n'avez pas cette masse salariale, mais surtout, vous n'avez pas des journalistes qui se mettent en grève ou qui vous disent, moi, j'aime bien Anne Hidalgo, je veux pas qu'elle soit en couverture. Donc, vous pouvez mener, en l'occurrence, moi, personnellement, je peux mener la politique et la stratégie, et que ce soit en termes éditorial ou économique de journal, et je serai le seul responsable s'il y a un échec ou pas. Donc ça, c'est une chose très importante. Et en plus, on a commencé, c'est le 2e mois de campagne publicitaire qui va monter de plus en plus pour que les Parisiens et tous les Français voient qu'il y a plus de trash, qu'ils s'intéressent de plus en plus à ce sujet. Je sais que le numéro prochain fera peut-être plus de bruit que celui-ci, mais attention, il va y avoir du scandale. Je ne fais pas partie de groupe ni politique ni oligarchique, comme on dit. Mais justement, dites-moi, Omar, on reproche aux grands journaux, il y a des Bolloré, il y a des Bouygues, il y a énormément de gros, parce que ça coûte beaucoup d'argent. D'où vient votre fortune ? Alors moi, ma fortune, elle est pas récente. Moi, je suis millionnaire depuis que j'avais à peu près 25 ans. Avec mon frère, on est devenu millionnaire en Ukraine. Cette question a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, parce qu'on voulait m'abattre avec ça, parce qu'en France, avoir des moyens, c'est certainement illégal. Je comprends pas ça. Vous l'assumez comme aux États-Unis. 30 ans après, c'est vraiment, j'ai été mêlé à la petite moindre histoire louche, on l'aurait su, mais mes affaires sont vraiment en toute légalité, et ça étonne beaucoup qu'un groupe de presse en Ukraine peut emmener une prospérité. C'est le cas. J'ai été le premier à créer la première radio FM de l'histoire de l'Ukraine. Avec mon frère, on avait fait venir, par exemple, le Grand Journal, qui était à la grande époque. C'est l'équipe du Grand Journal qui se sont déplacés en Ukraine, où on avait produit une émission qui était vraiment de très bonne qualité, avec le même studio que le Grand Journal, avec les guignols, le zapping, tout pareil. Et moi, ce que j'ai fait, je dois pratiquement mon succès en Ukraine à ma vie parisienne, parce que je regarde ce qui se passe. Vous avez apporté les choses qui se faisaient en France. Par exemple, le câble, quand il a commencé en France, j'ai déposé une demande d'avoir l'exclusivité du câble en Ukraine. Donc ça m'a emmené beaucoup après, parce que les gens voulaient avoir des fréquences. Quand il y a eu la TNT, donc je voyais le développement technologique à l'avance, parce qu'à l'époque, les gens ne voyageaient pas beaucoup. Aujourd'hui, certainement, tout est sur les réseaux sociaux. Et donc, les opportunités sont ouvertes à tout le monde. Vous avez voulu vous présenter au Liban. Actuellement, il y a une guerre entre le Liban et l'Israël, et avec la montée de l'antisémitisme en France. Et est-ce que au Liban, il y a un vrai antisémitisme ? Est-ce que jamais il y aura la paix entre l'Israël, le Liban et les autres pays ? Alors, moi, je voulais me présenter au Liban pour une chose très importante, c'était parler des valeurs que j'ai appris en vivant en Europe. Le droit de la femme, le droit aux Palestiniens réfugiés au Liban depuis maintenant 4 générations qui naissent au Liban, qui n'ont pas de papier, ils ne sont pas reconnus, ils vivent dans des ghettos, ils n'ont pas accès à l'eau potable ni à la médecine, mais aussi dénoncer le système de la corruption, et ça j'ai réussi, parce que grâce à l'aide de plusieurs avocats, comme par exemple William Bourdon, ou des juges, 4 pays européens se sont mobilisés, ils ont déjà gelé les avoirs de gouverneurs de la Banque centrale libanaise, et aussi, donc à cette époque-là, on m'avait traité de tout pour m'abattre. Et parmi les choses qu'on m'avait sorties, c'est que quand je fais des conférences à l'étranger, en l'occurrence j'étais une fois au Parlement européen, on a dit au Liban, on a ouvert une procédure contre moi devant le tribunal militaire et non pas civil, moi je suis pas militaire, parce que dans la salle au Parlement européen, selon les Libanais, il y avait des juifs, des pro-israéliens, des sionistes et des israéliens. Je cite juifs, pro-israéliens, sionistes et israéliens. Ça veut dire que ce 4 groupes fait partie de la loi qui interdit tout contact avec ces gens-là. C'est-à-dire que, par exemple, là, aujourd'hui, pour être en toute légalité dans mon pays d'origine, le Liban, je porte la nationalité libanaise. Avant de vous donner une interview, je dois vous demander si vous étiez juif. Ouais. Avant, si vous étiez sioniste ou pro-israélien ou israélien. Parce que sinon, je risque 15 ans de prison jusqu'à la pendaison. Et si je ne le fais pas,
ça veut dire que je l'ai fait en toute connaissance de cause. Donc moi, malgré cette poursuite, non seulement je revendique mon droit à la non-discrimination et à vivre dans les droits humains qui interdisent l'antisémitisme et le racisme, la discrimination, parce que celui qui est né en Israël, il a la nationalité israélienne, il n'y est pour rien. Quand moi je suis né au Liban, je suis libanais, j'y suis pour rien. J'aurais préféré mieux aimer être né à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou à Lyon, mais bon, je suis né au Liban. Vous n'êtes pas fier de votre nationalité ? Pardon ? Vous n'êtes pas fier de votre Je ne nationalité ? parle pas d'être fier ou pas. Oui, je dis, on est né dans un pays, et donc on n'est pas responsable de ça. Ouais. Et donc juste pour finir, donc j'ai affronté le Liban, j'affronte le tribunal militaire et je suis allé à l'ONU parler et dénoncer la loi étatique antisémite du Liban, parce que je considère que c'est antisémite d'interdire à des citoyens libanais de parler avec des juifs. On va vous suivre donc avec Entrevue. Le prochain numéro, c'est quand ? Alors, le prochain numéro, c'est probablement le 6 dans les kiosques. Ouais, 6 février. Le 6 février, voilà. D'accord. Et donc, c'est mensuel. Donc, nouvelle ligne éditoriale, nouvelle équipe et une nouvelle aventure qui commence pour vous, Omar Harfouch. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Tout de suite, nous, on va continuer à commenter l'actualité. À tout de suite. Patrimoine historique, gastronomie renommée, quartiers animés, festivités culturelles, bouchons lyonnais, sport et créativité. Dès le 29 janvier, Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai.